Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin pour cet atelier qui est organisé dans le cadre de l'incubateur, notre programme d'accompagnement à destination des entreprises de l'ameublement et des designers produits. J'ai le plaisir d'avoir ce matin avec nous Odile Duchesne, qui est consultante prospective à l'ameublement français et aussi directrice d'Actineo, et France Ducré, qui est directrice design et aménagement chez Babel Community. Euh, les présentations vont être un peu plus complètes à la suite. Je vais leur laisser la parole. Je tenais juste à vous informer qu'on a donc 45 minutes d'entretien et une petite période de questions-réponses pour vous. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions à la fois à France et puis à Odile aussi également. Via l'onglet questions de votre petit tableau de bord à droite de votre écran. On prendra toutes les questions, donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et je les retransmettrai à la fin de l'entretien. Donc, je vous laisse avec Odile et France et je vous dis à tout à l'heure et merci. Merci Elise, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le co-living, une mixité fonctionnelle qui monte en puissance. Donc j'aurai le plaisir de poser les questions à France Ducrest, qui est directrice de l'aménagement et du design de Babel Community. Alors effectivement, le co-living est en train de s'imposer doucement mais sûrement dans le monde de l'immobilier, car il répond tout simplement aux évolutions des modes de vie et aux attentes de nos concitoyens. Et puis, il s'inscrit aussi dans cette tendance de fond de l'hybridation de tous les espaces. On le voit bien, que ce soit dans le logement, dans le monde du travail, enfin, dans les bureaux et dans l'hospitality, dans l'hôtel. Voilà, donc le co-living est un peu la frontière voilà, à la fois de la colocation traditionnelle, de l'hôtel, mais pourquoi pas aussi de la location meublée. Mais il n'est pas ni un hôtel, ni une colocation comme on pouvait les connaître il y a quelques années, ni une location meublée. Alors, qu'est-ce qu'il est? Pour ça, effectivement, on a invité France Ducrest, de Babel Community. Et ma première question, France, Babel Community, effectivement, est l'une des deux marques du groupe Axis Immobilier, qui est par ailleurs, c'est un groupe immobilier qui est par ailleurs présent dans la promotion et dans l'investissement, mais surtout, il gère deux marques, Babel Community et Coliver. Et aujourd'hui, effectivement, on parlera de Babel Community. Donc, peux-tu nous présenter effectivement ce concept de co-living, quand c'est né, comment tu le définis justement par rapport à tout ce que je présentais tout à l'heure? Alors, le co-living, c'est vraiment un mix entre le confort du logement meublé, les services de l'hôtellerie et la convivialité du logement en colocation. Le co-living répond finalement à un constat. Il manque une fenêtre entre le moment où on n'est plus étudiant et le moment où on n'est pas encore installé. Donc, pour autant, j'ai besoin d'un logement de qualité. Alors, les co-livers, qui sont-ils? Ce sont des personnes nomades qui ont entre 25 et 40 ans, des jeunes actifs avec souvent... c'est souvent des personnes qui ne connaissent pas bien la ville et qui ont besoin d'un logement plug and play avec un bail souple. Et ces personnes cherchent un logement ultra bien équipé avec du confort, de la convivialité, des services pertinents qui répondent à leurs besoins. Et ces personnes-là restent en moyenne dans notre bâtiment entre 6 et 8 mois. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu peux quand même un peu plus nous expliquer, creuser effectivement cette mixité entre les parties privatives, les parties communes, et puis évidemment la partie service? Oui, alors pour ça, je vais peut-être rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une résidence Babel. Donc, c'est un bâtiment hybride qui mêle du co-living, un restaurant, du coworking, des espaces d'event. C'est un concept très urbain, on se trouve vraiment au plus proche du centre-ville. Et effectivement, on a un nombre minimum de logements, de mètres carrés pour amortir le prix des services. Le co-living, finalement, c'est un outil qui permet de créer des espaces communs mutualisés entre les utilisateurs des appartements, du coworking et de la ville. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la salle de sport, elle va être utilisée le midi par les coworkers et le soir plutôt par les co-livers ou des gens externes, des gens de la ville.
Et finalement, c'est ce brassage entre les gens qui vivent, qui travaillent, qui déjeunent, qui rend le bâtiment vraiment bouillonnant et plein de vie. Oui, parce que ce qui est important de signaler, c'est que vous n'avez pas que de la colocation, vous avez aussi finalement du logement individuel. Oui, tout à fait. En fait, on propose quand même un large choix, c'est-à-dire le choix d'une chambre avec un séjour et une cuisine partagée pour vivre vraiment le concept Babel à fond, ou alors une suite, une grande suite, un T2, voire même un T3 pour encore plus de confort. Finalement, en fait, on propose une large gamme de produits pour répondre aux besoins d'un maximum de clients. Bon, on peut peut-être justement maintenant parler plus précisément de cet équipement, aussi bien en termes de mobilier, d'agencement, de matériaux, pour essayer de voir effectivement est-ce que c'est différencié selon les types de logements que vous proposez, effectivement entre une colocation ou un logement individuel, entre effectivement le studio et le T2. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, alors nos logements sont vraiment conçus pour être ultra bien équipés. Donc pour ça, donc évidemment, il y a le nombre d'éléments de mobilier qui va varier en fonction du type de logement. Je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble le logement. Alors pour ça, j'ai pris l'exemple d'une suite. Élise, est-ce que tu peux me montrer du coup voilà. Voilà, donc ça c'est une suite, c'est vraiment le type le plus courant dans notre résidence. Donc on a vraiment une partie. Pardon? C'est 2 pièces. Alors non, c'est une pièce, tu vois, c'est un passage en fait, ce qu'on voit. D'accord. Sinon ça passe, c'est un T2 si c'est 2 pièces. Donc on a la partie séjour avec un canapé, un meuble télé et une télé. La partie cuisine et salle à manger avec vraiment une cuisine, quand on dit ultra équipée, c'est parce qu'elle a un micro-ondes, un lave-vaisselle, un lave-linge séchant, un frigo, des plaques, une machine à café et vraiment toute la vaisselle nécessaire pour vraiment que la personne qui arrive n'ait rien à acheter ou à ajouter. Et puis une partie chambre avec un dressing et un lit, tête de lit, etc. Et après une partie salle de bain avec tout ce qu'il faut, un petit placard, etc. Et dans l'entrée, on va mettre des petits accessoires type miroir. Voilà, donc là, on est bien dans un logement individuel, hein, privatif. Voilà. Tout à fait. Après, on passe à la chambre. Donc dans la chambre, vous retrouvez vraiment là, c'est le concept de colocation. Voilà. C'est-à-dire la partie privative de quelque chose qui va être plus grand que tu vas nous présenter. Exactement. Donc là, c'est la partie privée, l'espace privé, qui est évidemment sécurisé, où la personne, en fait, on va retrouver les mêmes éléments, mais certains en moins, puisque la partie salle à manger et séjour va se retrouver commune. Et donc, par contre, on reste vraiment sur la même qualité. On va avoir le même lit, le même confort. On va rajouter un espace bureau. Voilà, parce qu'il y a on a le même lit, le même confort que les logements individuels. Hein, voilà. C'est ça. Des spas en qualité ou quoi que ce soit. Et après, toujours ces petits accessoires dans l'entrée avec le miroir, etc. Voilà, et après, pour la partie séjour, donc là, on a vraiment cherché à créer des espaces, un espace convivial avec voilà, beaucoup de confort dans le salon, une Smart TV, autant d'assises que nécessaire. Et puis une cuisine qui est encore plus équipée, avec encore plus de vaisselle. Et puis on aura un four supplémentaire pour ces personnes-là. Et il y aura une buanderie qui est vraiment à part et commune. Voilà. Et ces séjours sont quand même différents selon qu'on est dans du... ils sont identiques selon le type de logement. En fait, ils vont là, on est beaucoup sur de la rénovation, donc ils vont tous être différents dans leur configuration de base. Mais après, ils vont être de base comme ça. C'est juste que suivant si on a 6 colocataires ou 12 colocataires, parce que c'est vraiment très variable en fonction de nos résidences, forcément, ça va être un petit peu différent. D'accord. Mais cette offre de séjour ne s'adresse pas aux gens qui ont des logements individuels. C'est réservé uniquement aux gens qui ont une chambre. D'accord. Donc, pour bien comprendre, effectivement, vous présentez du logement individuel T1, T2, enfin,
voilà, mais là, effectivement, il n'y a pas de séjour, c'est finalement comme à l'hôtel. Hein. Et en revanche, ces séjours, c'est bien pour, en complément des chambres privatives des co-livers. Hein, c'est bien ça. Appartement dans la résidence, quoi. D'accord, parfait. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, effectivement, puisque je pense qu'on doit être suivi par pas mal de designers ou d'agenceurs ou d'industriels de l'ameublement, nous parler effectivement de voilà, comment d'abord est conçu le design. Est-ce que vous travaillez avec des designers? Alors, on travaille rarement avec des designers puisque le design se fait principalement en interne chez nous, mais il peut arriver qu'on fasse appel à eux pour une mission courte et précise. Et dans ce cas, on sollicitera un architecte ou un architecte d'intérieur. De toute façon, pour nous, c'est toujours une source d'enrichissement. Voilà. Mais je voulais vous montrer juste une petite diapo où voilà, ça c'est le type de… Alors juste avant, pardon, c'est vraiment pour vous montrer le type de maquette qu'on réalise en amont, pour vous montrer que tous les accessoires, enfin le moindre accessoire est vraiment positionné pour avoir la bonne prise à côté, la moindre suspension est choisie vraiment en amont. Voilà, on s'applique à faire ça pour que, surtout en termes de rénovation, on n'ait pas de surprise derrière. Et est-ce que, voilà, comment prenez-vous en compte le confort et l'ergonomique? C'est quand même très important. Voilà, Ouais. le confort notamment des sièges, l'ergonomie de l'espace. Enfin. On teste systématiquement les produits que l'on met dans nos résidences. Si vous venez un jour au siège, vous verrez d'ailleurs, il y a toujours une exposition temporaire devant notre bureau où les gens viennent et testent ce qu'on commande. Et on vérifie la qualité des matériaux, la facilité de montage, l'esthétique, l'harmonie aussi de l'ensemble des produits qu'on a choisis afin de valider un design d'ensemble. Et c'est ainsi, selon nous, qu'on peut prendre en compte l'ergonomie du mobilier à proprement parler. Le concept, enfin, l'équipement est à peu près le même pour toutes les résidences. Oui. Oui, d'accord. Forcément, ça évolue avec. Oui, en fonction de l'espace. Mais on essaye de rester sur cette ligne. D'accord. Et est-ce que vous prévoyez effectivement, est-ce que vous prévoyez de la réparabilité de… Alors, en tant qu'exploitant, on a vraiment, là maintenant, c'est un sujet crucial qui a un coût. Et donc, évidemment, la durabilité des matériaux et ce qu'on utilise, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on essaie, autant de se peut, d'avoir du mobilier qui se renouvelle chez nos fournisseurs et qui soit garanti pour ce qui est gros mobilier. Mais dans les deux cas, ce sera pour une durée limitée. Alors, à Marseille, dans notre dernière résidence, à Vieux-Port, on est allé encore plus loin et on a eu toute une réflexion sur le mobilier de bureau pour la partie privée. Donc, on a pris un fauteuil de chez Steelcase, on a travaillé avec eux et avec Pro Bureau Aménagement pour trouver un produit de qualité et durable où toutes les pièces sont remplaçables et puis voilà, et puis Steelcase est capable de venir effectuer les réparations. Ensuite, les pieds de bureau, c'est des pieds Tipto qui sont en métal, donc très robustes. Ils ont la particularité de venir serrer le plateau à la manière d'une clé anglaise et ça permet de ne pas percer le plateau, ce qui permet donc une grande modularité, une grande flexibilité, évidemment une facilité de stockage derrière. Et les plateaux de bureau, comme les caissons, ils sont en bois, donc c'est du contreplaqué. Donc en plus d'être conçus en matériaux écologiques, ces plateaux sont extrêmement durables, puisque au moindre signe d'usure, voilà, on ponce, on vernit, et puis voilà, le plateau est à nouveau comme neuf. Est-ce que vous pensez aller un cran plus loin, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment… c'est une tendance qui se développe fortement parce qu'en plus la loi nous pousse à ça, la loi économie circulaire. Est-ce que vous allez aller vers du mobilier de réemploi ou de réutilisation? Alors, enfin, j'explique. Hein, le mobilier de réemploi, c'est finalement partir d'un mobilier
de seconde main, mais qui va être rénové, voilà, amélioré, enfin réparé, rénové, alors que la réutilisation, on part de déchets, c'est-à-dire on peut faire du meuble à partir de tables, à partir de fenêtres, de portes, voilà. Alors, ça nous arrive d'acheter du mobilier en seconde main, mais c'est vraiment occasionnel. Ce qu'on a essayé de faire sur Grenoble, qui est notre prochaine résidence qu'on ouvre cet été, on a essayé de travailler sur des plateaux de bureau en plastique recyclé. Oui. Et malheureusement, c'est encore un produit qui coûte trop cher parce que la chaîne de valeur est trop longue, qu'il y a encore trop peu de fournisseurs aujourd'hui qui le proposent. Donc voilà, donc pourquoi pas dans une prochaine résidence, mais aujourd'hui, c'est vraiment le prix qui nous arrête assez rapidement. Je vous incite à vous mettre en relation avec les uppers qui sont des startups que nous avons au sein de l'ameublement français qui sont spécialisés là-dessus sur le réemploi et réutilisation. Et effectivement, on est en train de travailler les business models, comme vous dites, pour que ce soit effectivement à un coût abordable pour vous. Alors, comment vous vous fournissez en mobilier? Alors, je suppose que voilà, il faut qu'on distingue la partie agencement de la partie meuble mobile, je dirais. Oui, alors, nous, ce qu'on appelle mobilier, enfin, la différence sur le mobilier et aménagement, c'est vraiment, on prend l'image de quand on retourne un immeuble, tout ce qui tombe, c'est la partie mobilier, et tout ce qui reste, c'est la partie ameublement. Pour ce qui est ameublement, on fait appel à voilà, des partenaires européens, donc français ou portugais, voilà, on varie. Et puis, alors on essaye vraiment de rester sur du made in France, même si, enfin, en tout cas d'y tendre. Ça a vraiment été le cas sur la partie coworking dans notre dernière résidence. On est quasiment 100% made in France. Sur le co-living, c'est vrai que voilà, ça coûte encore cher, donc vraiment, chaque meuble, c'est vraiment un combat. Donc là, on essaye pour la prochaine résidence de passer sur des chaises made in France. Donc, j'espère qu'on y arrivera. Et voilà. Et sinon, on fait appel à des classiques, enfin la Redoute, Maison du Monde, voilà, pour tout ce qui est petit mobilier, voilà. D'accord. Donc vous passez plutôt par des distributeurs que par des fabricants, parce qu'effectivement, la Redoute, Maison du Monde, ce sont des distributeurs. Bah, ça dépend, voilà. Et justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire sur le coût. Oh, pardon. Ça dépend du mobilier, ça dépend aussi. Plus c'est petit, plus on va faire appel effectivement à la Redoute, etc. Et plus c'est gros, plus ça va être directement avec les fournisseurs. D'accord. Les fabricants savent faire des choses petites aussi. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire autant sur vos résidences, enfin les espaces de coworking, là vous avez pu peut-être un peu plus travailler avec des fournisseurs français, parce qu'effectivement, ce que vous dites, c'est que pour vos résidences de logement, il y a vraiment un problème de coût, hein, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça le frein pour l'instant qui vous empêche de travailler un peu plus avec des fabricants français, par exemple, pour les résidences de logement. Voilà, je pense que c'est pas quelque chose qui est impossible, mais ça demande énormément de temps et d'énergie. Et typiquement, les chaises, là, des logements, on y travaille depuis plusieurs mois et on n'a pas encore abouti. Donc, ça prend beaucoup de temps. Très bien. Alors, effectivement, vous avez parlé de tout cet aspect finalement un peu plug and play, hein, qui donne toute la force à votre concept. Et effectivement, les services. Peut-être vous ne l'avez pas trop rappelez effectivement tous les services dont bénéficient vos résidents c'est des services de type hôtelier, donc ça va être tout ce qui est ménage, literie, enfin, ouais, les draps. Évidemment, on propose de l'internet au débit. Si, bah, évidemment, comme on a un restaurant, ça va être, on peut appeler pour être servi dans sa chambre, voilà. Voilà, dans chaque immeuble, il y a un restaurant et des espaces sportifs, hein, c'est ça? Exactement. D'accord. Ah oui, pardon, la salle de sport, effectivement. Et des espaces de coworking aussi? Oui. D'accord. Donc, vous réservez votre espace de coworking ou votre espace de co-living, enfin, ou les deux, mais c'est séparé. Enfin, les deux espaces sont séparés.
Donc, effectivement, ça rejoint. Il faudrait peut-être qu'on remette la première slide, Élise, où on voyait la coupe de l'immeuble pour bien comprendre avec les couleurs dans chaque immeuble. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir, parce que c'est vraiment ça qui fait ça va bientôt. Je crois que voilà, stop. Voilà, c'est ça qui fait effectivement la singularité de votre concept et qui fait que ce n'est pas de l'hôtel, ce n'est pas du logement. Donc, effectivement, en bleu, ce sont bien les logements, hein, que ce soit des logements individuels ou des logements en colocation. En voilà. jaune, On a voilà, en jaune, alors là, j'ai pris l'exemple de Marseille Vieux-Port, mais parfois le restaurant, il n'y a pas de normes. Il peut être en rooftop, il peut être en pied d'immeuble, ce qui est d'ailleurs très sympa aussi, parce qu'à République, on a ça, et c'est vraiment, on arrive dans le bâtiment, on est dans le restaurant, donc c'est vraiment un endroit où les gens se rencontrent et qui est tout le temps vivant finalement. Et après, on a la salle de sport qui est ouverte sur la ville et pour les habitants, voilà, en rose. Et la partie event et coworking qui est généralement sur le même plateau, mais voilà, qui est aussi séparée. Voilà, c'est en violet et en vert. Hein, voilà. Oui. Alors, justement, ce que je voulais savoir, donc c'est bien ça l'originalité du concept, c'est de proposer, alors tous les services que vous avez évoqués, mais aussi l'accès à ces espaces ou à de l'événementiel. Est-ce que c'est intégré dans le prix ou est-ce que, à la limite, on peut uniquement payer pour son logement et ne pas avoir accès à tout ça, ou ça fait partie du package? Alors, ça dépend de quel service. C'est vrai que Internet au début, c'est vraiment dans le package, par exemple. L'accès à la salle de sport aussi. En revanche, ce qui est ménage, si vous êtes en colocation, le ménage sera effectué dans les parties communes de manière. Enfin, c'est inclus dans le prix. En revanche, pour venir faire le ménage dans votre partie privée, ça, c'est quelque chose qu'on rajoute. C'est vraiment type hôtelier. Hein, tous les services de type hôtelier à proprement parler, c'est des choses que l'on va ajouter. Est-ce que, alors, quels sont les coûts? Parce que effectivement, moi, j'ai entendu dire que finalement, c'était aussi cher que d'aller à l'hôtel ou plus cher qu'une location meublée. Cette question est intéressante. Alors, j'ai fait une petite diapositive sur les tarifs. Alors, pour une chambre, on en trouve on est à partir de 640 € TTC par mois. Une suite à partir de 890 € TTC par mois et un T2 à partir de 1100 € TTC par mois. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, pour pouvoir comparer à l'hôtellerie, c'est d'avoir le prix par nuitée. Et en fait, dans une chambre, on est plutôt à 20 € par nuit et la suite, c'est 30 € par nuit. Et en fait, on se rend compte qu'on est 2 à 3 fois moins cher que les hôtels ou que les appart-hôtels, puisque la nuitée est plutôt à 110 € par nuit dans les hôtels. Avec le même type de service. Exactement, ouais, voire moins, parce qu'on n'a pas forcément accès à une salle de sport. Et puis, on n'a pas la convivialité, etc. Bon, je vais dire plus en détail qu'est-ce qu'on a comme parce que je pense que cette question est vraiment intéressante de savoir qu'est-ce qu'on est comment on se distingue de l'hôtellerie et des appart-hôtels, parce que c'est vraiment notre raison d'exister. C'est vraiment qu'on est différent d'eux parce qu'on répond aux besoins des jeunes actifs auxquels ne répond pas forcément l'hôtellerie. Donc notamment en proposant des tarifs beaucoup plus accessibles, en ayant pourtant un contrat très flexible avec un préavis d'1 mois et une facilité de réservation. Après, on va trouver des logements ultra bien équipés, beaucoup plus équipés que dans les appart-hôtels. On apporte la convivialité en proposant notamment les services et des événements tout au long de l'année. Et après, nos espaces sont plus grands puisqu'ils font en moyenne 30 mètres carrés versus 16 mètres carrés pour l'hôtel. Alors, c'est pareil, le type d'événements qu'on propose, j'avais aussi présenter ce qu'on peut retrouver dans une résidence. La diapositive suivante. Voilà, donc c'est tout ce qui est sport, cours de sport, des permanences juridiques, des after-work, voilà. Après ça varie vraiment, c'est vraiment propre à chaque résidence.
Vous avez déjà des résidents, enfin, vous avez combien de résidences en France qui fonctionnent? Alors, on en a 2 à Marseille et une à Montpellier. Voilà, la prochaine à Grenoble et puis beaucoup après à venir à Bordeaux, Lille, Annemasse, voilà, en Île-de-France. Elles sont pas forcément, les projets ne sont pas forcément liés aux résidences étudiantes, hein, c'est vraiment autre chose. Hein. Oui, parce qu'on s'adresse vraiment aux jeunes actifs. C'est pour ça qu'on est vraiment au cœur des villes et en lien avec les entreprises. En lien avec les entreprises, c'est-à-dire? Par exemple, à Marseille, on va travailler avec des grosses entreprises qui sont présentes parce qu'ils vont avoir besoin pour une durée limitée d'un hôtel ou voilà, d'un lieu pour accueillir des personnes pour des missions temporaires et du coup de louer chez nous plutôt que à l'hôtel, ça va vraiment les arranger. Oui, typiquement, l'actif qui doit arriver dans une ville, peut-être pour une durée, enfin probablement pour une durée limitée, mais quand même assez longue, de plusieurs mois, c'est vraiment le concept. C'est le concept. On a beaucoup d'entreprises qui s'adressent à nous dans ce cadre-là. Et pourquoi vous dites le jeune actif? Ça pourrait être un actif plus âgé? Entre 25 et 40 ans en moyenne. Alors justement, vous savez qu'en ce moment, on réfléchit et on doit réfléchir beaucoup à la façon dont on va loger nos anciens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi naître cette logique de colocation chez les seniors. Alors bien sûr, on parle de seniors qui ne sont pas dépendants. Donc, est-ce que c'est un concept qui vous intéresserait peut-être? On pense que vraiment, il y a un marché pour les seniors, il y a un marché aussi même pour les familles. Et je pense que le co-living, il s'adapterait certainement à ces publics-là. Mais voilà, notre cœur de métier, c'est vraiment les jeunes actifs et on souhaite vraiment devenir expert dans ce domaine-là. Et on a encore plein de choses à réaliser, notamment être présent dans les plus grandes villes et de France. Et voilà, on ne s'interdit pas de le faire en un jour, mais parce que la féminicité, c'est un beau projet. Et ouais. Voilà. D'ailleurs, ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est de réfléchir, puisqu'on est dans l'hybridation, dans la mixité, à mélanger, pourquoi pas, des seniors et des jeunes dans le même immeuble. Plein de choses à faire, oui, tout à fait. J'ai vu ça effectivement récemment, effectivement un concept alors c'était une résidence étudiante, enfin c'était une mixité entre du logement pour des seniors et des logements pour des étudiants, mais vraiment pas du tout séparés, quoi. Ils étaient tous mélangés avec justement des espaces communs. Donc c'est assez intéressant. Je vois qu'il est presque midi, donc ça va nous permettre à moins que vous ayez encore une autre chose à développer, et puis on passera aux questions. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire. Voilà. Donc j'ai bien compris que le développement est encore important à faire sur votre concept initial en France et pourquoi pas à l'international demain. Voilà, donc peut-être Élise, tu as vu des questions puisqu'on a encore un quart d'heure pour répondre aux questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, donc effectivement, il y a plusieurs questions. Donc, première question concernant la tranche d'âge des clients qui fréquentent le plus les espaces de co-living. Est-ce que c'est possible de rappeler cette tranche d'âge, France? Oui, c'est des personnes qui ont entre 25 et 40 ans. Voilà, je croise beaucoup de personnes qui arrivent. En fait, c'est des personnes qui souvent ne connaissent pas la ville et du coup qui arrivent de Paris ou d'ailleurs et qui viennent pour découvrir la ville déjà en ayant la volonté de rencontrer des gens. Et puis, comme ils ne savent pas encore où s'installer, ils viennent tester dans nos résidences et voilà.
Alors, il y a plusieurs questions sur la partie plutôt équipement, aménagement, notamment une question par rapport au budget qui est associé tout ce qui est partie mobilier pour les espaces de co-living. Ça représente quel pourcentage sur le budget global pour une résidence? Si vous avez une idée ou une fourchette. Non, j'ai pas fait le calcul. Ça doit être. Oh là là. On va laisser le temps des calculs. Ouais, c'est 20% supplémentaire en plus à peu près par rapport au coût des travaux, je dirais. D'accord. Ok, très bien. Alors, une autre question par rapport toujours à la partie un peu plus mobilier. Une personne qui se pose la question de savoir à quelle réglementation les espaces de co-living répondent. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sur les réglementations associées à l'hôtellerie, aux ERP, comment ça fonctionne aujourd'hui, quel statut vous avez et du coup à quelle réglementation vous êtes associé? Alors, je pense qu'il y a en termes de PLU, ça dépend vraiment de la ville dans laquelle on est, parce que il y en a qui c'est encore flou. Le co-living n'est pas vraiment défini à proprement parler. Donc, si la question est vis-à-vis du plan local d'urbanisme, ça dépend. Et sinon, oui, effectivement, on est en ERP de différentes catégories, puisque le restaurant, c'est une certaine catégorie, le coworking, une autre, et le co-living, encore une autre. Ok, merci France. Une question un peu plus globale par rapport aux établissements de co-living. Alors, vous avez mentionné les villes dans lesquelles vous étiez présent. Est-ce que vous avez une idée du parc global en France des espaces, enfin des résidences de co-living? Ça veut dire où est-ce qu'il y a des espaces de co-living en France? C'est ça la question? Oui, en fait, combien il y aurait de résidences au total de co-living en France? En comprenant nos concurrents, franchement, je sais pas vous dire. Après, il y a beaucoup de personnes qui font du co-living, mais il y a peu de personnes qui font, enfin, je crois qu'on est seuls à faire du co-living, du coworking et des restaurants. Donc, en tout cas, si vous demandez. Au final, vos concurrents, vous n'avez pas de concurrents directs à proprement parler? Non. D'accord. Intéressant. Alors, une autre question un peu plus pratique par rapport au séjour et à la durée du séjour. Quelle est en moyenne la durée de séjour d'une personne qui vient dans vos résidences? Ouais. Alors, ça aussi, je l'ai précisé, c'est des personnes qui restent en moyenne entre 6 et 8 mois. C'est vraiment le temps de trouver, on va dire, un logement de façon stable et pérenne. Très bien. Alors, une question par rapport à l'agencement des espaces privatifs. Est-ce qu'il y a la possibilité pour les résidents justement d'agencer aussi et d'ajouter des éléments, personnels pour personnaliser cet espace qui est le leur? Alors, clairement, en termes de mobilier, je crois qu'il n'y a pas forcément la nécessité. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu personne qui rajoutait du mobilier. En termes de décoration, évidemment, on laisse la place, toute la place à la personne pour la décoration. Alors, on va essayer dans notre prochaine résidence de faire des choses un peu plus dans le comment on dit, enfin, de s'adapter un peu mieux à nos clients. Et par exemple, ils pourront choisir le cadre qu'ils souhaitent. Voilà, ils viennent choisir un peu comme dans un magasin le cadre qu'ils souhaitent ou la décoration qu'ils souhaitent mettre dans leur appartement. Après, pour ce qui est mobilier, on vient de lancer un questionnaire de satisfaction auprès de nos co-livers et nos coworkers pour savoir justement qu'est-ce qui leur manquait ou qu'est-ce qui n'était pas utile dans leur logement. Et je pense que le retour de ce questionnaire va être vraiment important pour qu'on puisse s'améliorer par la suite. Okay. J'ai pas compris, vous leur proposez de choisir certaines choses, c'est ça? On va essayer de le faire pour la prochaine, pour savoir. En fait, c'est tout bête, mais on met un cadre, une affiche systématiquement dans les logements. Et là, l'idée, c'est que la personne, elle arrive
et elle choisit son cadre voilà, pour que ça lui corresponde mieux, qu'elle se sente plus chez elle. D'accord. Alors, j'ai une question toujours par rapport à l'agencement des espaces. Sur les espaces du coup communs, jusqu'à combien de personnes vous prévoyez d'accueillir sur les espaces communs co-living? Ok, donc c'est-à-dire dans les espaces communs du co-living. C'est-à-dire dans les colocations? Oui. D'accord. Alors, les colocations, elles sont vraiment différentes. Enfin, le nombre est vraiment différent en fonction des résidences. On a entre, je crois que le minimum qu'on ait comme nombre de chambres par appartement, c'est 5, je crois, et le maximum, c'est 12. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est jusqu'à 12 personnes dans les espaces communs co-living colocation. Ok. Alors, il y avait une question aussi justement associée concernant la modularité. Est-ce que vous travaillez la modularité sur les espaces de co-living, que ce soit dans les espaces privés ou avec le mobilier et si oui, jusqu'où allez-vous sur cette question de la modularité du mobilier? Je vous avoue que je ne sais pas bien comment répondre à cette question. Il n'y a pas forcément, en tout cas, de concept de mobilier qui intègre cette notion de modularité. On est sur du mobilier lambda, enfin, si je puis dire. Il n'y a pas forcément un mobilier qui, justement, par exemple, qui permet d'accueillir de 4 à 6 personnes et qui permet justement une extension de termes d'usage. Non. Ok. Très bien. Et les frigos comment sont traités les frigos dans la partie colocation? Parce que ça, c'est important. C'est souvent un irritant dans une colocation, le frigo. Alors, normalement, on les dimensionne, évidemment, on les dimensionne en fonction du nombre de colocataires. On essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins un étage par personne. Voilà. On ne va pas jusqu'à écrire le nom, mais on pourrait. Alors, il y avait une question par rapport au mobilier et donc à comment vous fournissez le mobilier. Est-ce que vous faites des appels d'offres pour vous meubler, enfin pour la partie meuble, ou sinon est-ce que vous envisagez de le faire à l'avenir pour vos prochains projets de résidence? Alors, pour la partie meuble, gros mobilier, on fait systématiquement un appel d'offres. Okay. Pour donc tout ce qui est lit, canapé, tout ce qui est gros mobilier, pour effectivement avoir la meilleure. Ce qui fait qu'on ne travaille pas toujours avec la même personne. D'accord. Donc plus sur tout ce qui est meublant, literie, canapé, enfin assise et Voilà. Ouais, tout ce qui est qui a un coût quoi, qui est on va dire supérieur à 30 000 euros. D'accord. Voilà, après pour ce qui est aménagement, on en fait systématiquement, donc ça veut dire tout ce qui est plateau de bureau, voilà, tout ça on va faire aussi des appels d'offres. D'accord. Par rapport au mobilier, justement, pour les espaces communs coworking, il y avait une question concernant le niveau de qualité du mobilier, qui était de savoir si vous sélectionnez du mobilier professionnel, donc vraiment du mobilier de bureau à proprement parler, ou si vous étiez prêt à prendre du mobilier résidentiel qui peut servir de bureau, ou quel était votre niveau d'exigence sur ce sujet-là? Alors ça dépend de nos résidences. Pour République, on a plutôt du matériel professionnel. Sur Marseille, le Vieux-Port, on a plutôt fait en bois, donc plus simple. Donc il y a pas forcément de règles. Le but, c'est que ce soit vraiment ergonomique et voilà, et confortable. Ok. Je repasse les différentes questions. Il y a systématiquement un siège de bureau, sur roulette. Ah oui, ça oui. Ouais, pour le coup, ouais. Bah, justement, on fait un appel d'offres aussi pour les sièges de bureau. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai passé, je pense, à peu près toutes les questions pour
Sachant qu'il y a des questions pour lesquelles France a déjà répondu dans l'interview. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les communiquer auprès du French Design, et puis on pourra toujours, quand on communiquera le replay, vous faire suivre des réponses. Un grand merci à nos deux intervenantes, Odile et France. On est très content d'avoir pu découvrir le co-living à travers l'offre de Babel Community. Donc, on vous invite à aller à Marseille ou à Montpellier, Grenoble, pour découvrir ces espaces et découvrir ces offres. Comme vous avez vu, les emplois du temps de la semaine sont assez attractifs. Donc, n'hésitez pas, voilà, à découvrir, à faire l'expérience de ces lieux qui sont de plus en plus nombreux. Et puis, je vous invite du coup le mois prochain à assister en tout cas à notre prochain atelier sur les sujets de distribution, donc avec la directrice marketing de Maison du Monde pour tout ce qui est de l'ordre du parcours d'achat. Donc on sera sur un autre sujet, mais ça sera tout aussi intéressant, je l'espère. Donc un grand merci encore à vous, à tous ceux qui ont participé, et on vous communiquera le replay, je pense la semaine du 15 mars, dans le cadre de notre prochaine newsletter. Merci à vous tous et À bientôt. bonne... Merci. Au revoir. À bientôt.